Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité, le Premier ministre chinois Li Keqiang a visité l'État malaisien de Malacca, situé au sud de la péninsule malaisienne. Le Premier ministre Li Keqiang a fait un arrêt au musée consacré à Zhang He, ce grand voyageur considéré comme étant l'initiateur de l'antique route de la soie maritime. Il a également rencontré le gouverneur de Malacca et a pu observer une réplique en miniature d'un parc industriel. Malacca n'a pas seulement joué un rôle crucial dans l'amitié sino-malaisienne depuis l'Antiquité, Malacca est également un endroit stratégique sur le parcours de la nouvelle route de la soie maritime du XXIe siècle. Une route maritime qui fait partie de l'initiative chinoise Une ceinture, une route. En septembre, l'État de Malacca a établi un partenariat amical avec la province chinoise du Guangdong et le parc industriel est un projet majeur dont la construction est actuellement assurée par des entreprises des deux pays. Le Premier ministre a déclaré espérer que ce qui se passe à Malacca servira d'exemple pour de futures coopérations bilatérales et pour la réalisation de l'initiative Une ceinture, une route avec les pays d'Asie du Sud-Est. Le sommet de l'Asie du Sud-Est vient de s'achever dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur. Les dirigeants de l'ASEAN ont rencontré leurs homologues américains, chinois, sud-coréens, japonais et ceux d'autres pays. Le Premier ministre chinois Li Keqiang se trouvait parmi les dirigeants qui ont participé au sommet de cette année. Il a présenté une proposition en 5 points visant à promouvoir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. Le Premier ministre chinois a appelé tous les pays à suivre les principes de la Charte des Nations Unies et à défendre les résultats obtenus après la fin de la Seconde Guerre mondiale en sauvegardant ensemble la paix et la stabilité de la région et du monde. Li Keqiang a également appelé les pays à adhérer aux principes du droit international afin de régler pacifiquement les conflits de souveraineté à travers la consultation et les négociations. Il a notamment exhorté la Chine et les pays membres de l'ASEAN à mettre en place une déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale et à améliorer les mécanismes pour renforcer la confiance mutuelle et la coopération. Li Keqiang a rappelé que les pays extérieurs à la région devaient jouer un rôle constructif sans aggraver les tensions actuelles. Le Premier ministre chinois a terminé sa proposition en appelant toutes les parties à exercer et à maintenir la liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale, dans le cadre du droit international. La Chine s'est engagée à offrir une assistance gratuite d'une valeur de 3,6 milliards, soit environ 560 millions de dollars, aux États membres de l'ASEAN en voie de développement en 2016. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Liu Zhenmin a fait ses remarques lors d'une conférence de presse en marge des rencontres de l'ASEAN. Il a déclaré que la Chine offrirait également des prêts dans l'infrastructure totalisant 10 milliards de dollars aux pays d'Asie du Sud-Ouest. Liu Zhenmin s'est également exprimé sur les constructions chinoises sur les îles et les récifs en mer de Chine méridionale. Il a déclaré que cela était nécessaire pour l'amélioration des conditions de vie et qu'elle remplissait les obligations internationales de la Chine. Il a critiqué les États-Unis pour l'envoi d'un navire de guerre à 12 miles nautiques d'un récif chinois en mer de Chine méridionale. Cette fois-ci, d'une manière très visible, les États-Unis ont envoyé des bateaux militaires à 12 000 nautiques des îles et récifs chinois. Cela est allé au-delà du champ de la liberté de navigation. C'est une provocation politique et l'objectif est de tester la réponse de la Chine. La Chine respecte totalement la liberté de navigation en mer de Chine méridionale. Donc, nous espérons que les pays régionaux et non régionaux puissent offrir des contributions constructives à nos efforts pour maintenir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. Ils peuvent librement naviguer en mer, mais en même temps, ils doivent respecter les pays dans la région. Ne pas chercher de troubles, mais chercher une coopération constructive. Le Premier ministre chinois Li Keqiang faisait partie de ceux qui ont participé à la cérémonie rendant publique la déclaration commune sur le partenariat économique global régional. Li Keqiang et les dirigeants de 15 autres pays d'Asie-Pacifique se sont mis d'accord pour faire des efforts afin de conclure le RCEP en 2016. Considering the challenges faced and the value. Si l'on considère les défis auxquels nous faisons face et la valeur des engagements constructifs, davantage de temps est nécessaire pour conclure les négociations. D'ici, nous, les dirigeants des pays participants au RCEP, nous nous sommes mis d'accord pour permettre aux négociations de continuer.
et pour demander à nos négociateurs d'intensifier les efforts afin de conclure et de parvenir à un accord mutuellement bénéfique et de haute qualité en 2016. And high quality agreement in 2016. La déclaration dit qu'avec la moitié de la population mondiale et près de 30% de sa production et de son commerce, le RCEP offre un immense potentiel pour améliorer les conditions de vie de milliards de personnes. Le RCEP est un accord de libre-échange collectif proposé entre les 10 États membres de l'ASEAN et 6 pays avec lesquels l'ASEAN a des accords de libre-échange individuels, l'Australie, la Chine, le Japon, l'Inde, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Les négociateurs travaillent sur le RCEP depuis mai 2013. Dimanche dernier, les dirigeants des 10 nations composant l'ASEAN ont estimé que ce jour-ci était historique. En fait, c'est ce jour-là qu'a été annoncée la naissance de la communauté de l'ASEAN. Mais cette journée, qui aurait dû être fêtée, a également été l'occasion de discussions pour le moins sérieuses entre les dirigeants du sommet de l'Asie du Sud-Est. Les questions de sécurité mondiale et de stabilité économique étaient à l'ordre du jour. Les 10 membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est entraient dimanche dans la fleur de l'âge. Le Premier ministre malaisien, cette année président de l'organisation, ainsi que d'autres dirigeants, ont déclaré que le 31 décembre prochain, l'ASEAN, aujourd'hui simple groupe régional, deviendra une communauté. Mais en réalité, bien que l'association ait supprimé pratiquement tous les droits de douane, de nombreux obstacles demeurent avant de parvenir à une intégration économique complète. Il faut maintenant garantir la création d'un seul marché, une seule base de production, avec une circulation plus libre des biens et des services. Pour y parvenir, avec des critères communs, une connectivité bien meilleure et la suppression des obstacles qui font de nos frontières une entrave à la croissance et à l'investissement. Au sommet de l'Asie orientale, les dirigeants de l'ASEAN ont rencontré leurs homologues de 8 autres pays, parmi lesquels la Chine, les États-Unis et la Russie. L'ombre des récentes attaques terroristes perpétrées entre autres à Paris, mais aussi au Mali et en Égypte, a plané sur ces rencontres. Par conséquent, les questions de sécurité ont été mises à l'ordre du jour, ainsi que celles sur les tensions en mer de Chine méridionale. Les dirigeants ont également discuté des objectifs d'un marché plus ouvert et d'une coopération économique accrue. Les nations de l'ASEAN ainsi que leurs partenaires commerciaux tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde ont travaillé pour parvenir à des avancées sur un accord de libre-échange réunissant 16 pays. La date limite de cet accord, baptisé Partenariat économique global régional, a été repoussée à l'année prochaine. Les dirigeants des 10+6 ont fait une déclaration commune sur l'accélération de la clôture des pourparlers du partenariat économique global régional. Je pense que chaque délégation devrait accélérer les négociations en fonction du consensus et des instructions des dirigeants en s'efforçant de mettre un terme aux pourparlers du partenariat économique global régional dès l'année prochaine. Les dirigeants de l'ASEAN ont également révélé ce qu'ils appellent Vision 2025. Ils ont exprimé les objectifs pour les 10 prochaines années pour faire de la communauté de l'ASEAN non seulement un slogan ou une inspiration, mais surtout une réalité. Les experts anticipent déjà les défis face auxquels sera confronté le bloc ASEAN avec la formation de la communauté économique de l'ASEAN prévue à la fin de cette année. Les experts rappellent que de nombreux défis restent encore à relever avec la grande diversité actuelle sur le plan de la culture, du développement économique, des différents systèmes politiques des pays membres de l'ASEAN. Les 10 pays membres de l'ASEAN suivent des religions différentes, notamment le bouddhisme, l'islam ou encore le christianisme. Les niveaux de revenus sont également très différents d'un pays à l'autre. Sur la base de ces différents facteurs, de nombreux experts estiment que l'ASEAN devra surmonter plusieurs obstacles afin de réussir la formation d'une communauté économique incluant une coopération sur la sécurité et les échanges socio-culturels avant le 31 décembre de cette année. Zhang Qianye, directrice du département d'information du Centre de recherche sur la Malaisie, nous a indiqué que l'un des problèmes majeurs qui risquent de se poser est celui de la sécurité dans les pays aux revenus les plus importants, avec l'immigration des travailleurs à bas coût venus d'ailleurs. Zhang Qianye rappelle également que la coordination des différentes problématiques régionales sera l'un des autres défis majeurs de la communauté économique de l'ASEAN. L'ASEAN est une communauté qui a commencé par le haut.
Elle est le fruit de la coopération économique spontanée entre les plus hautes sphères gouvernementales des pays membres. Chacun des pays membres de l'ASEAN a une longue tradition de non-ingérence dans les affaires internes des autres nations. Il ne s'agit pas seulement d'une tradition, mais c'est aussi une règle établie entre les pays membres. Ainsi, les pays membres de l'ASEAN ont certes établi des règles pour organiser leur coopération, mais dans les faits, ils sont incapables de les faire appliquer. Par exemple, dans la régulation de la pollution atmosphérique transrégionale. Il s'agit là du plus grand défi pour l'intégration de l'ASEAN. Le président américain Barack Obama a déclaré durant son voyage en Malaisie pour participer à l'ASEAN que la coalition destinée à combattre l'État islamique serait implacable dans sa conduite pour détruire le groupe. Je veux être aussi clair que je le peux sur cela. Les préjugés et la discrimination aident l'EI et sapent notre sécurité nationale. Donc, même si nous détruisons l'EI sur le champ de bataille, et nous les détruirons, nous reprendrons les terres qu'ils ont actuellement. Nous couperons leur financement, nous traquerons leurs dirigeants, nous démantèlerons leurs réseaux et leurs lignes d'approvisionnement. Même si nous sommes dans ce processus en ce moment, nous voulons être certains que nous ne perdons pas nos propres valeurs et nos propres principes. Obama a indiqué que les partenaires internationaux de l'Amérique ne céderaient pas dans le combat contre le groupe État islamique, insistant que le monde n'accepterait pas que les attaques d'extrémistes contre les civils à Paris et ailleurs deviennent la nouvelle normalité. Obama a ajouté qu'il avait discuté avec le président russe Vladimir Poutine durant un récent voyage en Turquie pour le G20 et qu'il lui avait dit qu'il serait utile que la Russie dirige son focus sur la lutte contre l'EI. Il a également dit espérer que Moscou accepte une transition du pouvoir en Syrie. Obama était en Malaisie pour participer au sommet d'Asie de l'Est et aux rencontres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Les autorités de la capitale française ont diffusé le portrait d'un homme pouvant être le troisième terroriste du Stade de France. Il est demandé à toute personne reconnaissant cet homme de contacter la police. Parmi les 3 hommes ayant réalisé l'opération terroriste aux abords du Stade de France le 13 novembre, la police en a identifié un seul, Bilal Adfi, âgé de 20 ans. Les empreintes des 2 autres indiquent que les suspects sont passés par la Grèce. Après un passeport syrien retrouvé sur place, l'un d'eux pourrait être Ahmad al-Mohammad. Il n'a cependant pas encore été démontré que ce passeport n'a pas été volé. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exhorté la Russie et les États-Unis à coopérer en vue d'éradiquer le terrorisme. Ban a déclaré qu'il dévoilerait en tout début d'année prochaine un plan complet pour lutter contre l'extrémisme et la violence. Le chef des Nations Unies a également indiqué qu'il comptait sur leur appui en vue de supprimer un ennemi commun. Tous ces terroristes et ces idéologies extrémistes devraient être combattus au nom de l'humanité. À cet égard, nous devons être unis. Nous devons faire preuve de solidarité globale pour lutter contre cet ennemi commun qu'est Daesh ou d'autres groupes extrémistes et terroristes. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Depuis plusieurs jours, la Chine connaît des conditions météorologiques extrêmes. Alors que dans le nord du pays, les températures baissent et de fortes chutes de neige pénalisent les déplacements, le sud du pays profite de températures particulièrement clémentes pour cette période de l'année. Un point sur la situation. Des tempêtes de neige ont balayé une large partie du nord de la Chine. La circulation routière a été perturbée, des avions ont été cloués au sol et des TGV retardés à Beijing, Tianjin, dans la province du Hebei, ainsi que la région autonome de Mongolie intérieure. Dans la capitale, plusieurs milliers de personnes et des centaines de véhicules ont été mobilisés dimanche pour déblayer les routes. Par ailleurs, 300 vols ont été annulés à l'aéroport de Beijing. Les autorités chargées de l'enseignement ont fait savoir que les écoles des régions montagneuses de la capitale chinoise resteront fermées ce lundi en raison de la neige. Par ailleurs, la station météorologique de Beijing met en garde, évoquant des routes verglacées et de possibles tempêtes de neige. Dans la région autonome de Mongolie intérieure, les responsables publics ont également fait état de risques de blizzard. Ils ont appelé à entretenir les routes, les voies ferrées ainsi que les services de télécommunication.
D'autres chutes de neige sont attendues ce lundi en Mongolie intérieure et dans les provinces du nord du pays, comme le Shanxi et le Hebei, mais aussi à Beijing et Tianjin. Par ailleurs, le sud de la Chine connaît des températures exceptionnellement clémentes pour la saison. À Guangzhou, le mercure a atteint 30 degrés Celsius. D'après les statistiques des stations météo locales, entre le 8 et le 19 novembre, la température maximale enregistrée était de 26,4 degrés Celsius, soit une augmentation de 4,4 degrés Celsius en glissement annuel. Cependant, cette situation ne devrait pas durer. En effet, un front froid venu du nord devrait s'abattre sur la province du Guangdong dès mardi. On s'attend à une chute des températures de l'ordre de 10 degrés Celsius. L'industrie automobile chinoise a vu ses ventes de véhicules automobiles augmenter en octobre par rapport à celles de l'année dernière, alors qu'au cours de la première moitié de cette année, la production et les ventes de véhicules avaient été les plus faibles depuis 8 ans. Les constructeurs automobiles locaux ont augmenté leur part de marché grâce au boom des ventes de véhicules SUV, également appelés crossover. Cette industrie connaît de profonds changements. Les SUV ont été les vedettes du salon de l'automobile de Guangzhou qui s'est ouvert vendredi 20 novembre dans la ville du sud de la Chine. Alors que les Chinois s'enrichissent, ils sont souvent limités à l'achat d'un seul véhicule dans les grandes villes. Les SUV constituent une perle rare sur le marché automobile. Jusqu'au mois d'octobre, les ventes de SUV ont fait un bond de 46% en glissement annuel dans un marché global qui n'a augmenté lui que de 1,5%. Environ 32 nouveaux modèles de SUV sont attendus en Chine cette année. Et bien que les prix soient serrés et la croissance affaiblie, les experts affirment qu'il reste des possibilités. Il est vrai que le marché a un peu ralenti cette année à cause de l'état de l'économie et de la crise du marché financier. Mais dans l'ensemble, le marché n'est pas vraiment arrivé à un point de saturation. C'est probablement le cas dans certaines grandes villes, mais dans la majorité des villes chinoises, il reste encore beaucoup de possibilités pour l'industrie automobile de se développer. Il reste donc des opportunités pour les ventes de SUV depuis que la Chine a abandonné la politique de l'enfant unique. Nous pouvons clairement observer que de nombreuses familles souhaitent passer d'une berline à un SUV pour sa sécurité, son confort et son intérieur spacieux. Lorsque vous avez une famille, un enfant, vous savez qu'un SUV, c'est ce qu'il vous faut. Même si vous avez 2 enfants, un SUV semble plus adapté qu'une berline. C'est donc pour cette raison que les SUV sont très populaires en Chine et que leurs ventes continuent de croître. Mais dans le futur, lorsque les gens auront leur second enfant, ils se tourneront vers les véhicules 7 places. C'est également une option dans un futur proche. Mais l'hiver est arrivé. Les prix ont chuté de 3,4% au cours des 9 premiers mois de cette année, ce qui constitue une baisse encore plus importante que celle de 1,2% pour l'ensemble des véhicules de tourisme. La fragmentation du marché signifie également que les modèles les plus vendus ne font plus autant de recettes qu'avant. Les 10 modèles de SUV les plus vendus en Chine ne représentaient que 34% du marché en septembre contre 64% en 2010. Les ventes de nouveaux SUV auront très probablement du mal à égaler les marges de profit généreuses accumulées ces dernières années. Hier, dans la matinée, à environ 8 heures, heure de Beijing, l'Airbus A350, le nouvel avion de ligne gros porteur, a atterri pour la première fois sur le sol chinois à Shanghai. L'Airbus A350 représente la nouvelle génération d'avions de ligne fabriqués en France après le lancement de l'A380. Jusqu'à présent, seuls 9 avions sortis des lignes d'assemblage du site de Toulouse ont été livrés à travers le monde. L'Airbus A350 nouvelle génération adopte les dernières avancées technologiques en matière de conception des pneumatiques, mais également pour le fuselage et les ailes. Pour la première fois, le matériau composite à base de fibres de carbone est utilisé pour une fabrication industrielle à grande échelle. Le nouvel Airbus est également doté de la dernière génération de moteurs conçus et fabriqués par Rolls-Royce. L'aspect extérieur se caractérise par ses hublots grand format, et la cabine de pilotage reprend pour l'essentiel l'ensemble des fonctionnalités de l'Airbus A380. L'intérieur de l'Airbus A350 a été sensiblement élargi. L'avant de l'appareil a été agrandi pour permettre aux passagers de profiter d'un espace plus important. Les compartiments à bagages offrent désormais plus de place, tout en augmentant le confort global des passagers. Une zone réservée pour le repos du personnel de bord, ainsi qu'un espace pour permettre aux femmes de se maquiller en toute intimité, ont été spécialement conçus. L'Airbus A350, qui vient tout juste d'atterrir à Shanghai, a été livré le mois dernier à la compagnie aérienne Finnair. Actuellement, seules 3 compagnies dans le monde exploitent le nouvel avion de ligne d'Airbus. Le 21 novembre dernier, cet A350
avait décollé d'Helsinki pour effectuer son premier vol commercial direct vers Shanghai. Le marché africain de l'aviation a connu un boom ces dernières années et les investisseurs chinois ont décidé de ne pas laisser passer cette opportunité. La société AWA pour Africa World Airlines est une co-entreprise sino-ghanéenne créée en 2010. Les détails en images. Pour la population ghanéenne, prendre l'avion est devenu plus facile et plus abordable. Première compagnie civile à capitaux chinois, AWA a déjà conquis la moitié des parts de marché au Ghana et est en Afrique de l'Ouest l'une des compagnies régionales les plus populaires. Mensima Winmot, avion pour Kumasi, dans le centre-sud du Ghana, plusieurs fois par semaine. Elle considère AWA comme la compagnie la plus sûre. Le service est bon, j'aime leurs avions, ils ne sont pas bondés, nous avons de l'espace. Et je voyage avec mon fils, donc nous avons toujours la priorité. Le personnel de bord vérifie que nous sommes bien attachés, donc je suis rassurée. AWA a commencé à opérer en 2012. La compagnie est cofinancée par le groupe chinois HNA, par le Fonds sino-africain de développement, par la Sécurité sociale et le Fonds national d'assurance du Ghana, ainsi que par le groupe financier ghanéen SAS. Elle n'a, à ses débuts, proposé qu'un seul vol. En 3 ans, ces lignes se sont multipliées pour passer à 22 vols quotidiens nationaux et internationaux. 98% de ses 216 employés sont ghanéens. Le capitaine Kwasi Otung est reconnaissant envers les actionnaires chinois de lui avoir donné l'occasion d'utiliser sa formation à bon escient. Il se dit également très optimiste vis-à-vis de l'avenir de la compagnie. Le soutien du groupe HNA a fait toute la différence. Cela me donne confiance de savoir que nous avons ce soutien financier. Nous bénéficierons de ce soutien et des bons conseils pour devenir le meilleur transporteur du Ghana. Et je crois qu'actuellement, nous sommes les numéros 1 dans le pays. En plus de ce soutien financier, AWA applique les normes de sécurité et de service de Hainan Airlines. Ceci lui a permis de remporter le prix de compagnie locale de l'année en 2014, un prix remis par l'autorité ghanéenne du tourisme. Ils ont une politique de sécurité, ce qui est une culture positive, contribuant à sensibiliser les employés et qui fait que chacun y contribue. Lors de sa visite en Afrique en 2014, le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que Beijing encourageait les entreprises chinoises à former des co-entreprises avec leurs homologues d'Afrique, afin de faire monter en gamme le secteur de l'aviation. AWA a été l'une des co-entreprises pionnières et elle ne compte pas s'arrêter là, selon son PDG. Nous n'allons pas laisser AWA se développer elle-même. Nous allons utiliser toutes les ressources de Hainan Airlines pour mettre dès que possible au point notre propre réseau en Afrique de l'Est, du Sud et de l'Ouest. Disposant d'un réseau couvrant toute l'Afrique, nous pourrons avoir des correspondances avec les grandes lignes internationales de Hainan Airlines pour avoir un réseau mondial. Cela va nettement améliorer notre compétitivité. Un nombre croissant de pays africains, parmi lesquels le Ghana, le Kenya et l'Afrique du Sud, cherchent à renforcer leur coopération avec la Chine, dans des domaines tels que la création de compagnies aériennes, la construction d'aéroports ou la fabrication d'avions. Le Ghana comptait 6 compagnies aériennes en 2013, mais aujourd'hui, seules 2 d'entre elles ont survécu, AWA incluse. Cette dernière compte ouvrir de nouvelles lignes dans les années qui viennent. Ces 3 dernières années, près de 430 000 passagers ont emprunté AWA. L'aviation commerciale prenant son envol au Ghana et en Afrique de l'Ouest, les actionnaires chinois et ghanéens de AWA sont optimistes. Ils tablent sur le fait que l'aviation apporte une plus grande connectivité et de nouvelles occasions d'investissement au Ghana. Et enfin, le 7e art. Les récompenses annuelles des Golden Horse sont venues couronner les vainqueurs lors d'une cérémonie qui s'est tenue samedi soir à Taipei. Les prix des Golden Horse font partie des plus prestigieux pour les films en langue chinoise. Et le trophée du meilleur film revient à L'Assassin. Le trophée du meilleur réalisateur revient à Hou Hsieh-hsien et son film L'Assassin.
Comme attendu, le réalisateur taïwanais Hou Xiaoxian et son film L'Assassin ont obtenu les deux récompenses les plus convoitées, meilleur film et meilleur réalisateur, dans cette intense compétition de la 52e édition des Golden Horse, samedi soir à Taipei. L'Assassin était nommé dans 11 catégories et a récolté les plus hautes récompenses pour la cinématographie, la production et les effets. La cérémonie des Golden Horse est considérée comme l'équivalent chinois de l'Académie américaine des Oscars et a sélectionné 39 films sur les 427 présentés cette année, et ce, dans 22 catégories. La cérémonie des Golden Horse est devenue l'une des plus importantes pour les films chinois dans le monde. Nous devrions continuer à travailler ensemble afin d'améliorer encore les Golden Horse. Un autre grand moment de la cérémonie fut pour Feng Xiaogang, réalisateur réputé de la partie continentale de Chine, qui a remporté le trophée du meilleur acteur pour son portrait d'un gangster âgé dans la comédie Mr. Six. Feng n'a pas participé à la cérémonie, devant être présent à un concert de musique à Beijing pour promouvoir le film Mr. Six. Et au nom de Feng, le réalisateur de Mr. Six, Guan Hu, a récupéré le trophée et transmis quelques mots de Feng. Je ne suis pas Feng Xiaogang. Je viens simplement vous transmettre son message original. Je pense que l'on devrait me remettre le trophée du meilleur nouvel acteur car je suis nouveau dans ce cercle-là. Et avoir le trophée du meilleur acteur au début de ma carrière ne me laisse que peu de place pour mon développement à l'avenir. L'Oscar de la meilleure actrice est revenu à Carina Lin pour sa performance dans Sing Ye Flower. Les films de la partie continentale du pays ont obtenu une part croissante au niveau des nominations. Le directeur de la partie continentale Jia Zhangke a remporté le trophée du meilleur scénario pour son film Mountains May Depart. Et Bernard Seddon a remporté la récompense de la meilleure adaptation scénaristique pour son film Tarlon. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur notre antenne. À demain.